facto, il a été difficile de mettre des mots, évidemment, sur cette cruauté. Alors, les mots existent, elles n'avaient pas toujours la même valeur, évidemment, pour tous les gens au sortir de la guerre. Alors, dans le cadre du procès de Malines, ben, les mots étaient durs, évidemment, puisqu'en fait, on sortait de cette guerre, il y a eu plus de 700 témoins qui ont presque tous été frappés, battus, ou au moins connaissaient des gens qui avaient été frappés et battus. Ben, ça, c'est pour la partie des victimes qui exprimaient une rage, une vengeance qui, même si elle n'est pas acceptable, était normale, évidemment. Du côté des bourreaux, ben là, si on prend par exemple le cas de Fernand Weiss, il était déjà condamné à mort lorsqu'il comparait à Malines, donc il est très difficile de savoir ce qu'il fait. Alors il y a deux solutions, soit ce qu'il dit qui est souvent très provocateur, lorsqu'il dit moi je maltraitais les gens pour mon plaisir, très provocateur devant quand même 700 témoins des des anciennes victimes. Néanmoins, est-ce qu'il savait qu'il n'avait plus rien à perdre et donc il pouvait se permettre de dire ce qu'il voulait? Ou alors, est-ce que dans le reste de ces témoignages, on peut sentir un peu d'humanité? Est-ce que quand même, il se disait, je vais quand même essayer de sauver ma peau? Donc c'est très difficile d'interpréter ce que les bourreaux ont dit lors de leur défense, a fortiori à une époque où on n'avait pas évidemment les technologies, enfin les techniques en tout cas actuelles, où on essayait d'expliquer le comment, le pourquoi. C'était pas une question à l'époque. À l'époque, c'était plutôt une comptabilité. Combien de méfaits, combien de gens battus, combien de gens tués, ben, ça veut dire qu'on va vous fusiller. Donc la parole n'avait que peu de place là-dedans. Or, pas fondamentalement, je pense. Donc la cruauté, elle est le fait ben, de la soumission à l'autorité, mais je ne pense pas que c'était pour leur plaire, in fine. Même s'il y avait des rétributions lorsqu'on était un bon gardien, qu'on a empêché une évasion, même si elle était fausse, ou en tout cas simulée, dans le cadre, par exemple, de Struthof, pas de Brendong dans ce cas-là, on sait très bien qu'on jetait parfois la casquette d'un capot, jetait la casquette d'un détenu au-delà des barbelés, l'objet allait la chercher pour qu'il soit fusillé, évidemment, ou tiré comme un lapin par la sentinelle. Donc il y avait une volonté, malgré tout, de plaire à ses maîtres, ou en tout cas d'être remercié pour avoir bien fait son travail. Non, je crois que c'est simplement l'humain qui a joué. Certains se sont salis de façon hallucinante dans la collaboration par lâcheté, parce qu'ils avaient cette violence entre eux et qu'elle était dorénavant montrable, je dirais, démontrable aussi. Alors, sa spécificité, c'est qu'il est petit. Le Brennog est un petit camp, hein, c'est un ancien fort de la Première Guerre mondiale de l'armée belge. Le casernement, c'était 80 hommes. Au total, à Brendong, il y aura 600 détenus maximum. Imaginez qu'un camp comme Buchenwald, c'est 20, 25, 40, 50 000 personnes qui peuvent y être alignées en même temps sur la place d'appel. Donc, sa principale caractéristique, c'est ça. Et c'est donc cette terreur très individualisée. Terreur très individualisée parce que vous n'avez aucun moment libre où vous n'êtes pas sous la coupe soit de votre chef de chambrée, les Zugführer comme on disait à Brendong, soit sous la coupe des SS. Donc à aucun moment vous ne savez avoir la certitude que rien ne va vous arriver. Mais de nouveau, ben, il n'y a pas à comparer les camps. L'horreur était aussi égale à Buchenwald qu'à Brendong, qu'à Struthof, qu'à Natzweiler. Voilà, il y a ce qui est le même camp d'ailleurs. Il n'y a pas à essayer de quantifier l'horreur des camps. Tous les camps ont été horribles, la souffrance des détenus a été infinie, quelle qu'elle ait été. Ben, elle est concomitante et quelque part de même nature. Il ne faut pas oublier qu'évidemment, les SS ne vont pas choisir leur chef de chambrée au hasard. Déjà, dans les grands camps, vous citiez Buchenwald, on va plutôt choisir les triangles verts, c'est-à-dire les politiques, c'est-à-dire, pardon, les gens qui sont enfermés là, mais pour de réels crimes. Ce pouvaient être des violeurs, des assassins. Donc ces gens n'ont rien à perdre, rien à gagner, mais ils ont déjà une violence, puisqu'ils ont été réellement condamnés, eux, pour des faits. Il est clair qu'ils ne vont pas choisir un chef de chambrée qui soit doux ou gentil, non, ils veulent un transmetteur de leur pouvoir. À la limite, ils veulent ne pas se salir les mains, que le Zugführer se salisse les mains pour eux.
finalement, si un détenu fait une bêtise, on ira plutôt, par exemple, punir même le Zugführer, qui du coup, lui-même, ira faire respecter la norme plus tard et évitera au SS de devoir se salir. Donc je crois que oui, il y a une égale cruauté parce qu'il y a un choix des personnes. Pas oublier non plus que Zugführer, ça n'empêche pas que vous pouvez être déporté à tout moment, que vous êtes sous la coupe de votre maître et que le vent tourne très vite et que vous êtes Zugführer aujourd'hui et vous êtes sous le quai de la gare à Willebroek dans l'attente du train pour Buchenwald le lendemain. Donc cette peur, cette crainte pouvait amener certains hommes, en tout cas, qui avaient probablement des penchants pour cela, à une violence et à une cruauté égale à leur maître. Alors, plein de choses, hein. Le hasard sûrement, le fait que ben, j'étais historien, que j'avais enseigné, que cette période me passionnait, que ben, voilà, il recherchait quelqu'un pour gérer cet espace. Et j'avoue que en plus, j'ai été rencontrer mon futur patron, Roger Kuckelbergs, qui était un ancien détenu de Brendong, qui a été un mentor exceptionnel et qui m'a confirmé que, quelle qu'ait été la raison, elle était bonne. Olivier Van der Weyden. Merci beaucoup. Avec plaisir.